bonsoir, merci de nous retrouver ce soir pour ce live tourné autour des métiers du tourisme et des voyages. Alors, pour parler de ce sujet, nous recevons ce soir Marianne Ontaz, directrice de l'ESCAET, école spécialisée dans les formations dans les métiers du tourisme et des voyages, avec qui on a déjà échangé régulièrement au cours de ces dernières années sur ces problématiques des métiers du tourisme, de leurs évolutions. Alors ce soir, nous avons retenu un thème principal qui sera un peu le fil conducteur de notre discussion, tourné autour de cette problématique. Pourquoi choisir un métier quand on peut en faire plusieurs? Est-ce que pour vous, cela s'attribue particulièrement au métier du tourisme et plus particulièrement à ces métiers? Oui, alors c'est vrai que je suis venue plusieurs fois sur des plateaux pour parler un peu de différents métiers et donner un peu d'exemples concrets à des étudiants sur qu'est-ce qu'on peut faire vraiment dans le tourisme. Et je me rends compte au fur et à mesure qu'on discute avec soit nos étudiants, soit des futurs candidats éventuels, qu'ils se posent la question. En fait, il y a cette espèce de crainte de se dire mais finalement j'ai du mal à me positionner sur un métier, j'ai du mal à savoir vraiment ce que je veux faire. Et on se rend compte finalement quand nous on accompagne nos étudiants dans leur projet professionnel et quand on suit nos alumni, donc nos anciens étudiants, voilà, on se rend compte que finalement ils optent rarement pour un métier qu'ils font tout au long de leur carrière, mais que c'est une succession de plusieurs métiers qui fait que du coup ça construit leur personnalité professionnelle, ça construit leur projet. Et c'est vrai que je me suis dit que c'était peut-être intéressant de venir témoigner un peu de ça pour montrer que finalement choisir le secteur du tourisme c'est choisir un secteur, donc ça a quand même quelque chose, moi je pense, de rassurant, parce que c'est vrai que dans des écoles, par exemple, plus généralistes, de commerce généraliste, on a du mal à se positionner parce que c'est effectivement très très large. Là, on choisit un secteur, mais que pourtant ce secteur-là n'est pas enfermant et qui permet de faire des métiers qui sont très variés dans notre carrière. Et donc c'est pour ça que voilà, je trouvais intéressant de faire un live là-dessus pour pouvoir en parler et répondre à des questions éventuellement d'étudiants là-dessus. Et d'autant plus que c'est des secteurs qui sont soumis à une forte évolution technologique qui a modifié considérablement un certain nombre de métiers, notamment avec l'option du digital et toutes les ventes à distance qui ont explosé ces dernières années avec des nouveaux métiers forcément. Là, il y a eu plusieurs questions par exemple. Alors, elles n'ont pas forcément de rapport avec les métiers du digital, mais quand même avec la notion de yield manager, une notion qui n'existait pas encore il y a quelques années. Non, alors la notion de yield management, elle arrive quand même avec, notamment avec Internet, avec la nouvelle, enfin, elle arrive avec la libéralisation du ciel, mais je veux dire, elle se renforce avec Internet, puisqu'on a le développement de nouvelles compagnies aériennes, notamment les low cost, qui viennent un peu vraiment challenger le modèle des compagnies aériennes régulières et qui fait que les compagnies régulières, pour résister à l'arrivée des low cost, sont obligées de mettre en place cette technique qui permet de faire fluctuer les tarifs, donc de dire à un moment je vais être à 200 €, un autre jour je vais être à 50 €, un autre à 150 en fonction de la date de départ, en fonction du comportement du client, si c'est une famille, si c'est une clientèle affaires, enfin en fonction de pas mal de paramètres. Et donc ça effectivement c'est des nouveaux métiers qui sont aujourd'hui qui ont le vent en poupe. Mais il y a plein d'autres métiers qui sont liés aussi au digital, vraiment sur la partie marketing et web marketing pur, avec les métiers qui sont liés au référencement, les métiers qui sont liés à donc référencement, tout ce qui va être acquisition de clients, donc comment est-ce que je vais attirer les clients sur mon site internet. Donc il y a toute une partie référencement naturel, référencement payant, affiliation, il y a toute une partie aussi gestion de la e-réputation de la marque ou des produits sur les réseaux sociaux, donc avec tous les métiers qui sont liés au community management, tout ce qui est lié à la gestion de la relation client sur Internet aussi, qui est très importante. Donc plein de nouveaux métiers et qui peuvent se faire les uns après les autres et qui font qu'on a une carrière qui est assez multiple, même dans le digital par exemple, en prenant le tourisme et le digital. Même là-dedans, on peut faire plusieurs métiers différents. Oui, mais à travers ces évolutions que vous décrivez, liées notamment au digital, est-ce que ce ne sont pas des métiers où on reste assis sur sa chaise, derrière un écran, justement, à tout gérer derrière un écran? Est-ce qu'on continue à se déplacer, à bouger, à rencontrer? On continue à pouvoir bouger et rencontrer des gens, tout dépend en fait des métiers sur lesquels on se positionne. Et on peut aussi avoir un moment dans sa vie envie de bouger et pas envie d'être derrière son ordinateur. C'est souvent le cas d'étudiants qui sont en début de carrière, qui nous disent moi j'ai très peur de travailler toute la journée derrière un ordinateur, donc j'ai besoin de bouger. Est-ce qu'il existe des métiers qui sont liés, enfin qui sont sur le terrain, qui nous permettent de rencontrer les clients? Donc là il y a beaucoup de métiers là-dedans. Il y a tous les métiers qui sont liés déjà au commercial et à l'animation de réseau. Comment est-ce que par exemple
je vais faire en sorte que je suis chez un tour opérateur. Si je suis commercial chez un tour opérateur, je fais en sorte que les agences de voyage de la zone que je couvre maîtrisent mes nouveaux produits, maîtrisent les nouvelles destinations que je propose et soient en capacité de les vendre. Donc pour ça, il faut que je les accompagne. Donc on dit que c'est des métiers du commercial et de la vente, mais c'est en réalité des métiers qui sont beaucoup plus de la relation partenaires, fournisseurs, relations clients, enfin voilà, c'est assez large. Donc là, on est en lien avec le terrain. Et après, on a aussi tous les métiers qui sont liés à l'événementiel, où là, on est en lien avec le client. On accompagne le client sur l'événement et on lui organise son événement et on est en capacité de lui répondre tout au long de son événement. Et puis, on a aussi tous les métiers qui sont liés au réceptif et à l'accueil du client aussi. Alors l'accueil, c'est pareil, ça peut avoir parfois une connotation un peu négative, un peu bon, okay, je fais juste de l'accueil, de la réception, mais là aussi, tous ces métiers-là, ils se sont complexifiés parce qu'aujourd'hui, l'accueil, il ne se passe pas que de façon physique, il se passe aussi de façon digitale. On a aujourd'hui des robots, on a des chatbots, on a des applications mobiles, des tablettes, comme vous en avez une là, et qui aujourd'hui aussi participent à l'amélioration de l'accueil et de l'expérience client. Et donc ça, c'est des métiers qui sont à la fois techniques et humains. Alors là, on n'a pas parlé de définition des métiers de la révolution. On va répondre à quelques questions précises. Alors, on va revenir 2 secondes. Quelles études faut-il faire pour devenir un yield manager? On a parlé du métier. Les études, c'est quoi? Plutôt bac plus 5, bac plus 3, une école de management? C'est plutôt bac plus 5 quand même. En bac plus 3, nous sur la formation bachelor, on va initier nos étudiants à la problématique de pricing. Donc on va avoir des gens qui vont pouvoir sortir sur des métiers de support ou d'analyste pricing. Et c'est vraiment quand on pousse au niveau bac plus 5 qu'on va pouvoir sortir yield manager et revenu manager. Donc nous, on a une filière, on a notre MBA spécialisé International Travel Management qui permet aux étudiants à un moment de choisir soit une filière loisir, soit une filière affaires. Et dans chacune de ces filières-là, il peut se spécialiser sur la partie vraiment yield management, revenu management. Alors, sans que ça soit lié spécifiquement au métier de yield manager, il y a quand même des questions. Il y a 2 questions qui tournent autour de la problématique. Si on veut s'orienter vers ces métiers, pas forcément yield manager, mais ça peut être un autre métier, est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement faire une école de management classique, un cursus en 3 ou 5 ans et choisir une spécialisation de dernière année, là, effectivement spécialisée sur les métiers du tourisme, plutôt que de prendre une école de métier ou spécifique? En fait, elle est délicate cette question, mais j'aurais tendance à conseiller les étudiants de la manière suivante. C'est-à-dire, je pense que si on n'est vraiment pas sûr de vouloir faire du tourisme et qu'on se dit peut-être, mais je suis pas complètement sûre, peut-être qu'il vaut mieux faire dans ces cas-là une école généraliste et puis éventuellement aller sur le tourisme, mais peut-être sur autre chose. Par contre, si on pense que c'est vraiment le tourisme qui nous intéresse, alors là, dans ces cas-là, l'école généraliste, elle est souvent déceptive et on s'ennuie un peu dans ces cours-là et il nous manque vraiment du concret et de l'applicatif dans le tourisme. Il n'y aura jamais plus d'applicatif au secteur du tourisme dans une école généraliste que dans une école spécialisée. Et nous, aujourd'hui, notre force, c'est vraiment celle-ci, c'est de former à un secteur bien particulier, mais qui offre une multitude de possibilités au niveau des opportunités professionnelles et qui permet d'accéder directement à un réseau de personnes qui travaillent dans le tourisme, puisque comme on est spécialisé dans le secteur, on a un réseau d'anciens qui est très important puisque l'école existe depuis plus de 35 ans, enfin existe depuis 35 ans, donc on a un réseau d'anciens qui est important et qui finalement coopte aussi les nouveaux étudiants, les aide à s'insérer professionnellement, ce qui fait que ça facilite et qu'on se crée son réseau dès qu'on rentre en tant qu'étudiant, on se crée déjà son premier réseau dans le secteur. J'imagine pour trouver des stages qui doivent occuper, j'imagine, une place importante dans votre cursus. Très important, les stages occupent une place effectivement importante. Alors nous, on ne propose pas d'alternance, on propose des stages. On a vraiment cette philosophie de dire il faut que les étudiants soient 100% dans l'entreprise, enfin 100% pardon, dans la formation au départ pour intégrer un certain nombre de connaissances et de savoirs, et ensuite qu'ils aillent les développer à 100% dans les entreprises. On estime que quand on est sur des niveau de bac plus 3 et bac plus 5, c'est difficile de faire de l'alternance et d'avoir des
missions à responsabilité quand on peut les faire que 2 jours par semaine ou quand on peut les faire qu'une semaine sur 2. Donc on préfère faire 100% et 100%. Mais au final, 50% du temps de formation de l'étudiant se fait en entreprise. Question d'Aurélie qui nous dit: j'ai vu que les spécialisations sont surtout en MBA. Si je fais juste le bachelor, dont on rappelle que vous ne faites que la dernière année, cela signifie-t-il que je ne serai pas spécialisé, donc plutôt généraliste? Oui, plutôt généraliste, mais spécialisé dans le tourisme. Donc on est généraliste dans le tourisme. Effectivement, on pense qu'il y a quand on est sur la partie Bac+3, on n'a pas de spécialisation ni en voyage d'affaires, ni en voyage loisirs, ni en revenu management ou en achat. On est vraiment, on donne une vision 360 du secteur du tourisme et du voyage d'affaires et de l'événementiel pour ensuite faire en sorte qu'on ait des étudiants qui soient très vite opérationnels et polyvalents, parce qu'aujourd'hui sur ces niveaux-là, on demande beaucoup de polyvalence et beaucoup d'agilité. Donc on a un programme qui est assez chargé, mais sur l'ensemble. Et c'est plutôt une fois qu'on est en MBA qu'il va falloir creuser un peu plus d'analyse, de prise de recul sur certains sujets, qu'on va spécialiser et approfondir plus particulièrement sur certaines thématiques. Il y a une question de Léa que vous avez dû entendre régulièrement avec des jeunes que vous rencontrez. Finalement, avec une bonne intelligence et un sens de l'adaptation, est-ce que l'on ne peut pas prétendre à exercer beaucoup de métiers dans le tourisme sans avoir besoin de se positionner dans une école spécialisée aussi jeune ? Alors, c'est toujours pareil, hein, ça existe, des gens qui sont autodidactes et qui réussissent très bien, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Des gens qui ont des Bac+5 ou même plus et qui ont du mal professionnellement, il y en a et il y en aura toujours. Par contre, ce que je pense, c'est quand même on met un peu plus d'armes de son côté quand on choisit une école, qu'on se spécialise sur un secteur, et je pense que quand on découvre les opportunités et qu'on est formé sur un certain nombre de spécificités à un secteur, ça permet justement plus rapidement d'avoir une carrière multiple, c'est-à-dire de se dire je vais commencer par exemple de l'événementiel, et puis après je vais aller plutôt sur du commercial, puis après je ferai un peu de revenu management, et puis après je ferai autre chose, ou je vais faire un métier qui est très mobile dans un premier temps, puis après très sédentaire, ou le contraire, sédentaire au départ et puis je vais voyager plus tard. Je pense que c'est plus facile quand on a eu une école qui nous a donné la vision 360. J'ai plusieurs questions sur les cursus, les admissions, on va peut-être les regrouper. Si vous pouvez nous expliquer en quelques mots les différentes formations que vous proposez, et puis surtout les modalités de sélection et d'admission au sein de votre école. Alors on a un bachelor, donc qui est une formation Bac+3, mais on fait donc effectivement que la dernière année, donc on intègre des étudiants qui ont déjà un Bac+2. De quel type ce Bac+2? Alors le Bac+2, on va dire, on a 50% de nos étudiants qui viennent naturellement de BTS Tourisme, et 50% d'étudiants qui viennent de formations qui n'ont rien à voir avec le tourisme, qui peuvent être des formations plus généralistes comme les DUT Tech Deco, GEA, GACO, des BTS MUC, des gens qui ont fait 2 ans de prépa, des gens qui ont fait 2 ans de licence et qui n'ont pas forcément terminé leur licence et qui viennent se spécialiser. Donc vraiment, un recrutement assez ouvert. Exactement. Pour ces jeunes qui ont un Bac+2 et qui souhaitent faire une dernière année chez vous, les modalités de recrutement, les critères d'admission, c'est entretien, alors il y a un dossier d'abord de scolarité qu'on demande, et qui est la première étape. Ensuite, on a un entretien de sélection qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Comme vous êtes à Aix, comment ça se passe? Alors c'est soit Aix-en-Provence, soit par Skype. D'accord. Voilà, ça dépend. On a aussi beaucoup d'étudiants qui sont en Erasmus, tout ça, donc on propose aussi de faire le process de recrutement par Skype. On préfère évidemment qu'ils viennent à Aix-en-Provence pour les voir, pour qu'eux puissent voir les locaux, peut-être échanger avec certains de nos étudiants, mais en tout cas on propose aussi le recrutement à distance. Et ensuite on a une synthèse, on demande à l'étudiant de nous faire une synthèse pour qu'il revienne sur l'entretien, sur ce qu'il a ressenti au moment de l'entretien, et puis comment est-ce qu'il a compris l'univers dans lequel il allait mettre les pieds si jamais il rentrait chez nous à l'Escalette. Donc on a trois étapes, et c'est la même chose, on a les mêmes 3 étapes, mais évidemment un peu plus poussées pour le MBA. Et là, donc c'est des étudiants qui ont déjà un Bac+3, donc on a certains de nos étudiants qui sont en bachelor, qui continuent, et après on a des étudiants, on va dire, on a 50% qui viennent
viennent naturellement soit de filières langues, LEA, LLCE par exemple, soit de filières tourisme qui ont déjà un bachelor en tourisme, un bachelor hôtelier. Parfois, on a des étudiants qui ont fait une première formation en hôtellerie puis qui veulent s'ouvrir un peu plus largement au tourisme, ou qui veulent continuer sur des métiers de l'hôtellerie qui sont un peu plus variés enfin en tout cas qui sont différents que simplement les métiers de l'exploitation. Et après, on a 50% pareil qui viennent vraiment de filières très différentes, donc de STAPS parce qu'ils veulent faire de l'événementiel sportif, de filières statistiques, de droit, d'économie, de géographie. Donc un recrutement assez ouvert. Ou de bachelor généraliste, par exemple, d'écoles de commerce un peu généralistes et qui ensuite décident de se spécialiser dans le tourisme. C'est pour ça que moi je pense que quand un étudiant à niveau bac, par exemple, n'est pas prêt et n'est pas encore sûr du secteur, peut-être qu'il faut au départ choisir une filière un peu plus généraliste pour avoir l'impression de pas trop s'enfermer, et puis une fois qu'on commence à être sûr, peut-être se spécialiser en fin de parcours, c'est-à-dire sur le MBA. Question d'Edith qui vous demande quelle est la différence entre un MBA et un MBA spécialisé. Quelle est la part de l'anglais dans ces MBA? Parce que c'est vrai que le MBA, c'est une connotation un peu anglo-saxonne tout de suite. Est-ce que l'anglais ou les langues étrangères sont une dimension importante? Oui, de la alors formation? c'est une part importante, même si encore une fois on recrute surtout notamment sur nos étudiants qui sont en bac plus 5, enfin qui donc intègrent après un bac plus 3 et qui viennent souvent de filières langues. On a déjà beaucoup d'étudiants qui ont fait un cursus en Erasmus, qui sont partis à l'étranger et qui ont déjà un bon niveau. Après, on a des cours effectivement d'anglais. On a certains cours qui sont stratégiques dans le domaine du tourisme qui sont faits en anglais, mais on a une grosse partie aussi de notre cursus qui est faite en français. Faut-il être bilingue pour suivre vos études? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Après, c'est sûr que de toute façon, c'est toujours pareil. Plus on est bon en langue et plus on a de chances d'avoir plus d'opportunités, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui on a aussi des étudiants qui ne sont pas forcément complètement bilingues, mais qui se débrouillent bien et qui s'en sortent très bien. Aurélie qui vous demande si elle peut faire son bachelor à skate et faire le master ailleurs. Oui. C'est des choses qui... On a alors évidemment, c'est pas la majorité de nos étudiants, mais on a certains de nos étudiants qui effectivement font le bachelor chez nous et ensuite continuent en master ailleurs. Ouais. Dans la galaxie des écoles qui forment le métier du tourisme et du voyage, on a donc les écoles françaises, et puis on a beaucoup d'écoles internationales, notamment des écoles suisses. Comment vous vous situez par rapport à ces différents univers, notamment l'univers des écoles suisses? Alors les écoles suisses sont souvent des écoles hôtelières, et ça c'est souvent une question qu'on me pose, mais effectivement les écoles hôtelières, elles ont... on me demande souvent quand on veut travailler dans l'hôtellerie ou quand on veut être manager d'un hôtel, est-ce qu'il vaut mieux faire une école hôtelière ou une école de tourisme? Alors c'est assez facile de voir la différence, enfin en tout cas quand on est dedans. Une école hôtelière, elle forme à tous les métiers qui sont liés à l'exploitation. L'exploitation, c'est tous les métiers qui consistent à servir le client une fois qu'il est rentré dans l'hôtel. Donc c'est effectivement, ça commence par la réception, c'est les gouvernants, c'est au niveau du restaurant, c'est au niveau du service, c'est tous ces métiers-là qui sont donc liés à l'exploitation, et ça c'est les écoles hôtelières qui forment à ça, avec souvent des restaurants d'application, des hôtels d'application, donc toutes les écoles hôtelières suisses ont ça. Et quand on suit une formation dans une école de tourisme, on forme, nous, pas du tout au métier d'exploitation, mais au métier qui consiste à essayer de faire rentrer le client dans l'hôtel, à faire venir le client dans l'hôtel. Donc au final, c'est très complémentaire. Donc nous, on est sur tous les métiers qui sont liés au commercial, à la gestion des événements, des séminaires et des banquets, tout ce qui est lié à la distribution et à la e-distribution, comment est-ce que je fais en sorte que mon hôtel soit bien distribué sur Internet, tous les métiers qui sont liés au yield management dont on parlait tout à l'heure, donc la fluctuation tarifaire, les métiers qui sont liés à la communication, au digital, à la e-réputation, à la promotion de l'hôtel sur les réseaux sociaux par exemple, donc tous ces métiers-là. Donc on a nous des étudiants aujourd'hui qui font une première partie de leur école dans une école hôtelière, donc ils font par exemple un bac plus 3 sur une école hôtelière et qui après viennent chez nous, soit pour s'ouvrir à d'autres métiers dans le tourisme, soit pour continuer dans l'hôtellerie, mais pour voir les autres métiers qui permettent eux de faire venir le client dans l'hôtel. Et pour répondre à la question, je crois que j'avais vu ça avant le live, j'avais vu qu'il y avait une question qui était comment est-ce qu'on fait pour devenir manager d'un hôtel de luxe ou pas d'ailleurs, enfin n'importe. Un grand hôtel on va dire. Et bien soit on rentre
par les métiers de l'exploitation, et effectivement on fait tous les métiers de service et ensuite on gravit les échelons comme ça, soit on y rentre par les métiers qui sont plutôt liés au commercial, au revenu management, au yield, et on arrive à des métiers de direction et de management. Donc les deux filières permettent d'y arriver. C'est plus une affinité en fait, il faut se rendre compte de voilà, qu'est-ce qu'on préfère faire, sur quel type de métier on préfère travailler. Dans votre discours et parfois dans vos présentations, vous parlez des métiers du tourisme et des voyages. C'est deux choses différentes. Le voyage est une composante du tourisme, ou finalement il y a les métiers du voyage et puis il y a les métiers du tourisme de l'autre côté. Alors on parle des métiers du tourisme et du voyage, et là c'est quand on parle aussi de multicarrière et de ne pas se positionner sur un métier mais de pouvoir en faire plusieurs, c'est intéressant parce que c'est deux secteurs qui sont complémentaires. Pourquoi on parle de voyage et pas que de tourisme? C'est parce qu'il y a une dimension qui est souvent méconnue mais qui aujourd'hui recrute énormément, c'est toute la partie voyage d'affaires. Et quand on parle de voyage d'affaires, c'est pas du tourisme. C'est pas du tourisme, c'est je suis Nicolas qui travaille chez Studirama, je me déplace pour aller par exemple sur un salon à Aix-en-Provence, sur un salon à Lille, sur un salon. Donc voilà, je me déplace régulièrement et quelque part ça coûte de l'argent à mon entreprise. Et donc chez Studirama, dans le groupe Studirama, il y a quelqu'un qui s'occupe de la gestion des déplacements professionnels de tous les collaborateurs de Studirama. Et aujourd'hui, dans toutes les grandes entreprises ou les grosses PME, PMI, on a des gens aujourd'hui qui s'occupent des voyages et des déplacements des collaborateurs. Et là, quand on parle de ça, on n'est plus dans le cadre du tourisme, mais c'est le déplacement professionnel, mais c'est aussi plein d'emplois qui sont c'est un secteur porteur. C'est un secteur qui est très porteur, qui est méconnu du grand public, mais qui est très porteur et passionnant quand on s'y intéresse. Alors, dans nos différents échanges, on a évoqué cette notion de voyage d'affaires. On a évoqué aussi la notion de la redécouverte des territoires et de tous les métiers qui y sont liés, et d'une appétence qui existe chez certains à faire redécouvrir leur région, et la volonté des régions de mettre en évidence toute une série de choses importantes. Il y a une grosse mouvance, on va dire, générale, à la fois chez les clients qui consomment aujourd'hui du voyage, de se dire est-ce que je ne vais pas consommer un peu plus en conscience, quoi, moins du tourisme de masse classique, mais comment est-ce que je fais pour rencontrer plutôt les populations locales, comment est-ce que je fais pour mieux connaître, ça touche aussi le tourisme durable et l'écologie, enfin comment est-ce que je fais en sorte pour que mon voyage ait une empreinte qui ne soit pas négative pour la planète, et comment est-ce que je fais pour découvrir aussi le territoire qui est à côté de moi. On se rend compte de plus en plus que finalement on part à l'étranger, on pense destination lointaine, mais que finalement on maîtrise mal son propre territoire, et la France c'est quand même un territoire qui est très riche, donc on a de plus en plus de gens qui aujourd'hui travaillent pour que les gens consomment différemment les destinations, et notamment en France, pour qu'on n'aille plus qu'à Paris voir la Tour Eiffel, mais qu'on découvre l'ensemble du territoire. Donc ça c'est des métiers qu'on retrouve dans l'institutionnel, c'est des métiers qu'on retrouve chez des hôteliers aussi qui réfléchissent de façon plus durable et qui développent des concepts plus responsables. On le retrouve aussi chez les transporteurs, on le retrouve, enfin tout le monde, aujourd'hui tous les acteurs sont en train de se poser des questions de comment est-ce qu'on invente un tourisme plus smart, voilà, à la fois plus responsable tout en étant digital, tout en étant connecté et en même temps plus rural pour favoriser la rencontre entre les populations locales et les touristes. Alors on va dire que c'est une demande du marché, donc qui crée potentiellement des emplois, mais vous en tant que formatrice, en tant qu'établissement, vous y répondez comment à cette demande? On y répond en accompagnant nos étudiants dans un peu dans cette conscience-là, c'est-à-dire qu'on les sensibilise à ça. Ils sont très sensibles à ça aujourd'hui, aux valeurs des entreprises et au respect de la planète d'une manière générale, donc c'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur, et on les accompagne sur justement comment est-ce qu'on intègre toutes ces évolutions dans chacun des métiers. Parce qu'on pourrait se dire que c'est des métiers à part entière, mais finalement c'est pas aujourd'hui, on n'a pas le responsable du développement durable ou du tourisme durable chez un tour opérateur par exemple, mais on a, ça touche les responsables qualité, ça touche les gens qui sont à la production, c'est une nouvelle façon de voir le commercial, une nouvelle façon de voir la communication, donc finalement ça touche tous les métiers, donc on forme nous dans l'ensemble de notre cursus à ces évolutions.
Alors, on a parlé de vos formations. Il y a Bénédicte qui dit « J'ai 40 ans, je souhaiterais me reconvertir. Elle a un bac+5 dans le domaine de la finance et elle souhaitait se reconvertir dans le secteur de l'événementiel. Croyez-vous qu'il existe des perspectives ?» Oui, il existe pas mal de perspectives aujourd'hui dans l'événementiel. Alors l'événementiel, c'est pareil, on en a une image qui n'est pas toujours la meilleure, où parfois on se dit c'est que dans les agences événementielles, je vais gérer des événements, mais en fait, effectivement, on retrouve le métier de chef de produit ou de responsable événementiel dans des agences événementielles, mais aussi dans tout ce qui est palais des congrès, palais des festivals. On a des gens qui s'occupent vraiment de l'organisation des événements. On va retrouver aussi ça chez des hôteliers. On a beaucoup d'hôtels qui aujourd'hui ont des salles de réception et qui permettent d'organiser aussi des événements. Et on a de plus en plus de territoires qui aujourd'hui se battent entre guillemets sur ce sujet-là aussi pour pouvoir accueillir le plus d'événements possible, parce que quelque part un événement a toujours des répercussions positives sur l'ensemble d'un territoire et sur l'économie d'un territoire. Donc aujourd'hui c'est des gros enjeux au niveau de l'événementiel. Il y a énormément d'opportunités. On est en train d'ailleurs, nous, de créer une filière dédiée à l'événementiel avec un partenaire qui s'appelle PCE, Provence Côte d'Azur Event. Et voilà, parce qu'on sent que c'est un vrai besoin et il y a besoin d'aller encore un peu plus loin que ce qu'on faisait aujourd'hui. Vous avez fêté, vous êtes sur votre 30e année, 35e année, donc vous avez formé un certain nombre de jeunes. Ça doit représenter donc un réseau assez important. Oui. Donc vous êtes à même de voir les évolutions de carrière. Oui. Est-ce que vous constatez que ces dernières années, vous voyez l'accélération des mutations qui se produisent dans les métiers que les uns et les autres exercent, et que vous les voyez vraiment plus qu'il y a 20 ans changer de métier au fil des ans? Ça, c'est vraiment quelque chose que vous voyez sur les dernières promotions? Oui, on le voit vraiment. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Les entreprises mutent énormément et donc font aussi évoluer les gens en interne ou créent des postes très régulièrement sur des nouveaux métiers. Et on est aussi face à des nouvelles générations qui n'ont plus envie de faire qu'un seul métier, et on les comprend bien, et qui ont envie justement de tester plusieurs choses. Donc je vous dis, à certains moments, elles ont envie de partir dans une destination. Ça, souvent au départ, on a des étudiants qui ont envie d'aller travailler dans des agences réceptives à destination. Je vais aller travailler au Vietnam, je vais aller travailler au Pérou, je vais aller travailler dans n'importe quelle destination, et je vais créer des produits sur place pour ensuite les vendre à des tour opérateurs qui vont ensuite les revendre dans les destinations. Et puis après, à un moment, on a parfois le mal du pays d'origine, on a envie de rentrer en France, on a envie peut-être d'essayer d'autres métiers, de se sédentariser un peu plus, peut-être d'aller dans des métiers qui sont plus analytiques, donc de toucher des métiers par exemple du yield management, de toucher des métiers du commercial, de toucher des métiers justement du digital. Et on se rend compte de plus en plus qu'on a des étudiants donc des anciens plutôt, qui ont des carrières qui sont vraiment très différentes. Certains qui passent du voyage d'affaires, dont je vous ai parlé tout à l'heure, au voyage loisir, du territoire. J'ai travaillé pour un office du tourisme, et puis après je vais aller travailler pour un hôtel. Donc voilà, c'est là où on se rend compte qu'effectivement il y a une vraie diversité, et finalement je crois que ça devient quelque chose d'assez positif, de se dire à la fois je choisis un secteur, mais en même temps je m'engage pas et je m'enferme pas. Voilà. Question de Margot, y a-t-il des cours de création d'entreprise pendant le bachelor? Oui, on a des cours de création d'entreprise, alors qui sont plus poussés sur la partie MBA, mais qu'on intègre de plus en plus sur la partie bachelor aussi, parce qu'on a effectivement des étudiants, c'est en fonction de la maturité des étudiants, mais on a effectivement des étudiants qui, même à Bac+3, sont de plus en plus prêts et mûrs dans leur projet de création d'entreprise. Et on a surtout un dispositif qui est complémentaire de la formation, c'est qu'on a un incubateur qu'on a monté il y a 2 ans. Au sein de l'école? Au sein de l'école. Et donc on accompagne des startups, donc c'est un incubateur qui s'appelle Provence Travel Innovation, et on accompagne des porteurs de projets et des startups qui se développent. Donc c'est pas que des projets d'étudiants, hein, on a aujourd'hui d'ailleurs plus de gens qui ne sont pas des anciens étudiants de l'école ou des étudiants qui sont passés par chez nous, mais c'est aussi quelque chose qu'on propose à des étudiants qui effectivement en fin de parcours se disent maintenant je veux créer mon entreprise. On les accompagne, on a les outils, on est avec des partenaires qui sont des spécialistes de l'accélération pour les aider à développer leur entreprise.
Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous dire comment s'organise le cursus? On ne va pas parler des différentes années, mais beaucoup de parties en stage, beaucoup de Alors le stage, c'est à peu près la moitié théoriques. de la formation qui est en stage, mais effectivement avant on a toute la partie formation, et donc dans la partie formation on a un mix de plein de formats, parce qu'on pense qu'aujourd'hui c'est ce qu'il faut faire pour préparer les étudiants au monde de l'entreprise. Donc on a évidemment quelques cours encore magistraux, parce que pour permettre de comprendre comment fonctionne l'industrie, donc des cours un peu classiques, et surtout après on a énormément de travaux de groupe pour préparer, parce qu'aujourd'hui en entreprise on travaille systématiquement en mode projet, voilà, donc on les fait travailler en travaux de groupe sur des cas réels d'entreprise, on les confronte très régulièrement aux entreprises, on organise des sessions de mentoring inversé où c'est eux qui se mettent dans la peau de professionnels et puis des professionnels qui se mettent plutôt dans la peau d'étudiants. On organise aussi pas mal de sessions de design thinking, donc où on co-construit avec les étudiants la réflexion qu'il faut avoir sur le tourisme, et on intègre des réflexions de professionnels là-dedans, donc avec notamment des ateliers post-it et autres comme on voit aujourd'hui. On a des journées thématiques d'immersion totale sur un sujet, sur le revenu management, sur la négociation, sur le web marketing dans le tourisme, enfin vraiment sur des axes forts, sur la partie tourisme durable, sur la partie comment est-ce qu'on intègre le tourisme durable dans les technologies du tourisme, donc vraiment des choses assez poussées. Donc c'est un mix de plusieurs formats pour préparer les étudiants à tout type de situation. Quand ils vont devoir travailler de façon individuelle dans les entreprises et porter un projet tout seul, quand ils vont devoir le porter à plusieurs, quand ils vont devoir échanger avec des services qui n'ont rien à voir avec eux mais qu'il va falloir emmener tout le monde dans un projet. Enfin, on essaye vraiment de les mettre le plus possible dans toutes les situations professionnelles dans lesquelles auxquelles ils vont être confrontés plus tard, pour qu'ils se préparent et qu'ils construisent justement leur personnalité professionnelle. Vos enseignants sont plutôt des professionnels du monde du tourisme et des voyages? Alors c'est des anciens professionnels du monde du voyage qui sont aujourd'hui des gens qui sont là en permanence, donc qui sont des salariés de l'Escaët, et pour la plupart, enfin en tout cas tous ceux qui sont sur vraiment l'expertise très forte au niveau du travel, enfin du tourisme et des voyages, et c'est des gens qui sont aujourd'hui salariés parce qu'ils sont revenus au service de la pédagogie, donc ils sont là, à la fois ils donnent des cours aux étudiants, mais c'est aussi ceux qui sont là qui gèrent tout le suivi des étudiants, l'accompagnement sur le projet professionnel. C'est eux qui gèrent aussi les formations des professionnels, parce qu'on fait toute une partie formation pro pour des gens qui sont en reconversion, mais on accompagne aussi des entreprises du secteur à faire monter en compétences leurs collaborateurs. C'est les mêmes experts et mêmes formateurs qui interviennent aussi auprès de nos startups qu'on accompagne. C'est les mêmes aussi qui interviennent sur le magazine qu'on rédige qui s'appelle le magazine Stratégos, qui est un magazine B2B. Donc c'est vraiment des gens qui sont là au service de l'Escaët et du projet de l'Escaët et des étudiants. Question de Guy, est-il dur de trouver un travail à la sortie de l'école, même s'il arrête après le bachelor? Non, c'est pas difficile. On a aujourd'hui, nous, 90% de nos étudiants qui sont embauchés après le diplôme, après l'obtention de leur diplôme. Donc Est-ce que c'est un score plus élevé que la moyenne des écoles qui forment dans le domaine du tourisme et du voyage? Oui, c'est un score qui est plus élevé, mais c'est la seule chose qui nous anime, c'est d'essayer de faire en sorte, comme on est au bout de la chaîne. Il faut savoir qu'on a des étudiants qui ont commencé à l'école, ils avaient 3 ans, et nous, on est tout au bout. Donc on ne peut pas être juste une école qui amène à un diplôme, on se doit de les accompagner sur l'insertion professionnelle. Donc nous, on œuvre à cette transformation de comment est-ce que je passe d'étudiant à professionnel et comment est-ce que derrière je suis insérée. Donc on les accompagne beaucoup sur comment je construis mon projet, comment est-ce que je choisis mon stage, comment est-ce que j'identifie les missions qui vont m'intéresser et dans lesquelles je vais vouloir m'épanouir, que ce soit sur du réceptif, que ce soit sur des jobs sédentaires, sur des jobs sur lesquels on bouge beaucoup, sur lesquels on est plus analytique, on fait du commercial, enfin voilà, surtout du marketing. Enfin, on essaye de vraiment accompagner et de personnaliser les parcours de nos étudiants. Question de Justine, le réseau Escaët sert-il tout au long de la vie professionnelle ou est-il seulement utile à la sortie d'école? Est-ce qu'il y a une communauté d'alumni finalement qui est assez puissante et qui vous aide tout au long? Il y a une vraie communauté qui est très forte. En fait, l'Escaët, c'est une école à taille humaine. On a 250 étudiants par an, donc c'est pas une grosse école. Ce qui fait qu'il y a des liens qui sont très forts qui se créent entre l'école et les étudiants. Et donc on a une communauté d'anciens qui est très forte et qui est très liée à l'Escaët, donc qui aime aider les étudiants à trouver des stages et à les aider à s'insérer professionnellement, et qui après se reconnaît souvent dans des rendez-vous professionnels. C'est-à-dire qu'on a plein d'anecdotes d'anciens qui nous disent « c'est marrant, j'étais en négociation avec quelqu'un, puis tout d'un coup en discutant, je dis mais
c'est marrant, j'ai l'impression qu'on a les mêmes connaissances tous les deux. T'as pas fait les SCAET et tout d'un coup, des négociations qui parfois pouvaient être compliquées deviennent très faciles parce que on a cette appartenance. Donc non, c'est un réseau qui vit très bien. Et c'est l'avantage, encore une fois, d'une école très spécialisée, c'est qu'ils travaillent tous dans le secteur du tourisme et des voyages, qui est un secteur qui est à la fois important et en même temps dans lequel tout le monde se connaît très vite. Et du coup, ça crée une famille SCAET. Vous pourriez citer quelques exemples de ce que vous considérez comme étant des belles réussites qui rendent fière l'école, du parcours de leurs anciens? Ah bah oui, je peux vous en citer pas mal. Je peux vous citer des gens qui ont créé leur entreprise, par exemple. Tanguy Guillemin qui a créé son réceptif à Madagascar qui s'appelle Baleine Rando et qui est spécialisé donc dans la visite des baleines à Madagascar, donc comme son nom l'indique. Je peux vous citer Sébastien Boucher qui est le directeur du digital chez Avast, un réseau d'agences de voyage. Je peux vous citer Pauline Staub, par exemple, qui est directrice marketing de toute la partie Accor Thalassa. Je peux vous citer Claire Chan, qui s'occupe de toute la partie digitale au niveau mondial chez Club Med, par exemple. Je peux vous citer Marlène Boulan, qui est directrice d'un hôtel Best Western à Marseille. Enfin, voilà, et on incite les internautes à regarder sur votre site. J'imagine qu'il y a ils peuvent aller sur d'anciens qui témoignent ils peuvent aller sur notre site. Et moi, je les invite surtout à aller sur le réseau LinkedIn parce que c'est pas très compliqué en allant sur le réseau LinkedIn de taper SCAET et de voir où sont situés les anciens. Et d'ailleurs, j'invite tous les étudiants qui se posent la question entre une école et une autre à se renseigner sur l'insertion professionnelle par ce réseau-là, puisque ce réseau-là est un réseau professionnel dans lequel effectivement quelque part on a sur son CV on a sa formation, donc on retrouve assez facilement là où sont placés les gens. On rappelle que vous ne proposez pas de formation en alternance, parce qu'il y a une question à ce sujet. Non, on ne propose pas de formation en alternance. C'est des stages de 4 à 6 mois. Donc, encore une fois, 50% de la formation se fait en entreprise, mais effectivement, c'est 100% du temps. Donc, c'est d'abord en formation et ensuite en stage. Et évidemment, on répond positivement à Mathilde qui dit: est-il possible de travailler à l'étranger en sortant de votre école? Bien sûr. Vous avez une idée du pourcentage de jeunes qui partent ensuite à l'international? On doit avoir, je sais pas, peut-être 30% de nos étudiants qui partent à l'international, mais on n'a pas forcément des étudiants qui partent tous à l'international tout de suite. On a certains qui font le choix d'y aller après. On en a d'autres qui travaillent en France mais qui du coup se déplacent tout le temps à l'étranger, donc qui sont dans les statistiques, on va dire ça comme étant des étudiants qui travaillent en France mais qui sont sans arrêt en déplacement. Donc c'est assez varié, mais je dirais qu'on a à peu près 30% de nos étudiants qui sortent, mais c'est en fonction de ce qu'ils veulent. Hein. Nous, on n'impose pas ni de stage ni d'insertion professionnelle à l'étranger, donc c'est en fonction des desiderata des uns et des autres. Ouais. Alors, la dernière question qu'on va prendre, parce que le temps passe, nous ramène à des propos que vous avez déjà tenus, mais c'est toujours intéressant. Est-ce qu'en travaillant dans le tourisme, je vais pouvoir voyager? Oui, on peut. On en a parlé. Alors, on peut voyager, effectivement, on peut voyager et on peut ne pas voyager. Donc, c'est marrant, il y a vraiment un certain nombre d'étudiants qui travaillent dans le tourisme et qui, en fait, ne voyagent pas plus que quelqu'un qui va travailler dans un autre secteur. Mais c'est un choix, souvent. Et puis, on a des étudiants qui, effectivement, enfin, en tout cas, des diplômés qui vont intégrer des métiers, comme les métiers d'acheteurs, des métiers, mais même dans le voyage d'affaires où on a l'impression qu'on voyage moins, où on va en fait finalement plus se déplacer pour son métier. On va avoir des gens qui vont travailler dans des hôtels aussi, qui vont travailler peut-être 2 ans en Belgique, puis 2 ans en Asie, puis ensuite vont aller en Amérique latine. Enfin, des opportunités. Si on a envie de bouger, il y en a, et de voyager, il y en a beaucoup. On peut être basé en France et se déplacer beaucoup, et on peut être basé dans un pays pendant 2 ans, puis 2 ans dans un autre, puis 2 ans dans un autre, puis 2 ans dans un autre. Enfin, tout dépend en fait de ce qu'on veut faire. Mais si on n'a pas envie de bouger, si c'est une peur, on peut aussi trouver des métiers dans lesquels on est un peu plus sédentaire.
Alors Marie-Lantaz, on arrive au terme de cet échange. J'ai peut-être une question pour conclure l'émission, puisque vous participez à des groupes de réflexion, à des groupes de travail sur l'excellence des formations, comment promouvoir l'excellence des formations. Si vous deviez donner quelques conseils, 1 ou 2 conseils, à des étudiants qui s'interrogent sur les critères à privilégier pour choisir une bonne formation dans le domaine du tourisme et des voyages, quels critères doivent-ils privilégier dans leur recherche ? J'en donnerai surtout un, je pense, c'est les résultats au niveau de l'insertion professionnelle, parce que je pense que quand on choisit avant le bac+3 et le bac+5, on peut choisir en fonction de la qualité du diplôme. Je pense que ça peut être le critère le plus important, mais quand on choisit un bac+3 ou un bac+5, en général, la finalité, c'est quand même l'insertion professionnelle. Donc je pense que c'est ça qui devrait être le critère numéro 1. Et pour le vérifier, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense notamment les réseaux sociaux. LinkedIn. Alors on peut déjà demander aux écoles quels sont leurs taux et puis le vérifier. Ce qu'il faut, c'est surtout le vérifier. Et ensuite, on peut aller effectivement sur les réseaux sociaux pour vérifier si effectivement les gens sont bel et bien embauchés et quelles sont les carrières qui sont proposées. Je pense que ça, c'est plus important. Et après, évidemment, il y a quand même le diplôme et la reconnaissance des formations. Et effectivement, ce dont vous parlez, c'est notamment la CFET. Effectivement, pour nous, aujourd'hui, être labellisé par la CFET reconnue dans cette conférence des formations d'excellence du tourisme est effectivement un critère qui est très important et qui doit rassurer, les candidats. Alors, c'est un débat qui est évidemment pas très connu, mais est-ce qu'on peut dire qu'à terme, ça doit être l'équivalent de ce qu'est la CGE pour les grandes écoles de management? Oui, c'est l'objectif. Ouais, c'est l'objectif. Donc demain, un parent ou un étudiant qui verra ce label sur une plaquette, c'est un gage de qualité. Oui, c'est un gage de qualité. Il y a 4 ministères derrière, des partenariats qui ont été signés avec Atout France sur le sujet, avec Campus France aussi. Donc, c'est quelque chose qui est très très sérieux et qui effectivement va structurer la filière des formations dans le tourisme. Eh bien Marie-Lantaz, merci d'avoir participé à cette émission. Et puis rendez-vous pour d'autres émissions sur les problématiques de la formation. À bientôt. Au revoir.